83 ans, qui a été accidenté. C'est-à-dire qu'on va nous supprimer Noël sûrement l'année prochaine aussi, en plus de la Pentecôte. Mais la raison... Passer la canicule et puis mourir dans un incendie. En même temps, il a pris un coup de chaud. Hein. Ouais. Non, écoutez, ça, franchement, vous êtes devenu de plus en plus... c'est quoi cet humour, franchement? Ouais, vraiment. Hein. Bien de l'humour. Non, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que lui, le monsieur, hélas décédé, n'y est pour rien dans l'incendie de cet immeuble provoqué. Par quoi? Par un voisin qui a voulu dégivrer son réfrigérateur, et évidemment d'une mauvaise façon, parce que comme alors en plus le voisin avait 89 ans, lui, il n'y avait que manifestement des personnes âgées dans cet immeuble, puisque la personne décédée en a 83, et le voisin de 89 ans, un retraité, a expliqué qu'il était en train de dégivrer son réfrigérateur, mais pour activer un peu les choses, il a fait fondre la glace un peu plus vite en se servant d'un réchaud à gaz. Évidemment, c'est très dangereux. Et voilà, et ça a foutu le feu à tout l'immeuble. Oh là là. Hein, c'est con. Ne dégivrez jamais votre réfrigérateur au lance-flamme. Franchement, en quoi c'est dangereux? Parce que oui, c'est la résistance. Ah oui. Ça paraît logique. Cheveux dans l'eau, c'est pareil. Le sèche-cheveux dans l'eau. Vous essayez ça, vous, régulièrement? Non, justement, ça, je ne le sais plus. Non. Non, mais ça, il y a des choses que je comprends avec ça. Oh, vous n'avez pas digéré la blonde de tout à l'heure. Ma pauvre Sophie. Bah, non, mais tout n'est pas blond chez moi, donc il y a encore des racines. Ma chatte. Il y a une info par contre qu'on lira plus après dans les journaux. Tu dis tout à l'heure 89 ans retraité, ça c'était avant Raffarin. Bientôt on lira plus. Combien de chrysanthèmes sont vendus à la Toussaint? Ça m'intéresse pas parce que ça fait des jours et des on va bien rigoler encore là, tiens. Ça fait des jours et des jours qu'on nous le répète dans tous les journaux. Bon, allez, je vous le redonne, 20 à 30 millions de chrysanthèmes chaque année. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'on nous dit dans tous les articles, là, que ça c'est le genre marronnier, évidemment, dès que le 1er et le 2 novembre approche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il paraît que le chrysanthème se fait petit à petit grignoter la place par la bruyère et la véronique. Ouais. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que la véronique. Ah, la véronique, c'est une plante avec des fleurs bleu mauve qui ressemble un peu à la bruyère, du reste, mais qui a moins de caractère. Bravo, c'est là où je vous reconnais. Un peu de culture en jeu de mots, ça fait jamais de mal. Voilà, mais ce sont des plantes qui durent plus longtemps que les chrysanthèmes, et qui ne sont pas vilaines, comme toutes les plantes. Ah, c'est-à-dire que ça permet d'aller peut-être que tous les 2 ans au cimetière. Non, mais elles sont moins chères, c'est vrai. C'est moins rieur, je dirais, pour un mort. C'est moins rieur. Le chrysanthème est plus gai. Donc si je vais chez le fleuriste, je demande de la Véronique, il m'en donne. Oui. Par contre, si tu mets ça au cimetière, les gens la volent beaucoup. Ah bon? Oui. 2 qui la tiennent, 3 qui la piquent. T'es en train de chercher un truc depuis un moment. Ah non, mais c'est pas possible. Quelque chose de bizarre dans cette émission. Ah, c'est la Toussaint, c'est une période triste, moi je trouve, donc il faut aller. Voilà, allez. Voilà, tous les sujets tabous, il faut les exorciser. Allons-y. Mais moi, je mets jamais des chrysanthèmes ou des trucs comme ça. Je mets des fleurs, je sais pas, des fleurs un peu jolies. Enfin, ça veut pas des fleurs spécifiques, en tout cas du cimetière. Je comprends pas pourquoi tout le monde met un peu le même type de fleurs et tout. Ça me rappelle une très belle histoire, pas à hurler de rire, hein, je vous préviens tout de suite, mais poétique, de Pierre Doris, qui disait, c'est un type qui va dans un cimetière, c'est un petit chinois, tiens, c'est votre chauffeur de taxi tout à l'heure, et il arrive devant la tombe familiale et il met un bol de riz sur le caveau funéraire, des bols de riz. Et puis là, il y a un type à côté qui vient voir, enfin, c'est idiot, pourquoi vous mettez un bol de riz sur la tombe du chinois, il va pas le manger, votre bol de riz. Et le chinois répond, et alors vous croyez que vos fleurs, il est sans? C'est pareil, c'est pas mal. C'est joli. C'est une belle histoire. Ouais. Voilà. Les bureaux de tabac ciblent des braqueurs maintenant. De plus en plus de cambriolage au carton de cartouches de cigarettes. Parce qu'on nous dit que dans un carton, il y a 25 cartouches, que le carton coûte à peu près 1000 euros. Ça fait quand même 1000 euros, 6500 francs le carton. Et voilà pourquoi il y a à peu près 40 cartons. Je suis en train de donner les codes pour les braqueurs. Moi. Il y a 40 cartons dans les bureaux de tabac à peu près. Des idées quand vous le dites comme ça. Ça fait que 40 cartons de cigarettes, ça rapporte à peu près 40 000 euros. 40 000 euros par 6,50. 250 000 balles. Ça fait un braquage à 250 000 francs. Surtout que c'est pas lourd comme carton. Pour une banque, regardez le gominet là, il se faisait pas autant. Bien, continue là, continue. Les gens sont en train de s'armer là. Oui, sauf que les buralistes, ils expliquent ça très bien dans la presse ce matin. Ils disent, nous, on n'a pas l'espace pour mettre des coffres-forts pour foutre, évidemment, nos cartouches de cigarettes à l'intérieur. Hein. Où est-ce que vous voulez qu'on planque des cartouches de cigarettes au prix qu'elles coûtent aujourd'hui? C'est devenu une banque, un bureau de tabac. Maintenant, il va y avoir des convoyeurs de cigarettes.
Exactement. Comme les convoyeurs de foot. Ça va être formidable. Avec mitraillettes, bazooka. Ils vont se faire tabasser. Génial. Ils vont se faire quoi? Tabasser. Oh. C'est bien, tu remontes. Non, ce que j'aime, c'est le ton avec lequel elle adore. Non, mais il demande... il demande à être classé établissement à risque, en fait. Oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est... Mais ça, on est d'accord. Hein. Très drôle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Et ça va pas s'arranger au mois de janvier. Pourquoi? Bah, parce que ça va encore augmenter. C'est vrai. Eh ouais. Et ben moi, ça y est, je tiens. Eh, vous avez Le mec, ça fait 25 fois qu'il nous dit ça. Ah non, mais là, je tiens bien. Tenez, Ah oui. Mais c'est pas possible. Depuis combien de temps? depuis un moment. Oh là là, je sens le depuis la veille. Non Des animaux surprenants Ah, vivent à d'accord. Paris. Je préfère pas en parler, vous allez me donner envie de reprendre une cigare. Des animaux surprenants. Oh, Christ- Je prends pas ce qu'on me tend. Ça dépend quoi. Des animaux surprenants vivent à Paris. C'est un papier intéressant que j'ai trouvé dans le journal 20 minutes. J'ignorais qu'il y avait des fouines, des pipistrelles, des lézards, des hérissons, Et des faucons. des grillons du foyer, des faucons. Où ils sont les faucons? À notre À l'Arc de Triomphe. Et à l'Arc de Triomphe. À Notre-Dame de Paris. Et les faux culs au gouvernement. J'en ai vrai. Putain. Il y a des écureuils. Où des écureuils? Dans le bois de Boulogne. Au Père-Lachaise, ils sont les C'est au écureuils. jardin bon du Luxembourg. Il y a des tortues de Floride. Ils sont venus jusqu'ici. Au bois de Vincennes et au but de Chaumont. Des chouettes hulottes. À RTL. Des vieilles chouettes à RTL. Mais hulottes au jardin des plantes. Les fouines. Vous savez où elles sont les fouines? Oh oui, Devinez. voilà. Il y en a Ça, on partout. en a vu Ah non, c'est un papier intéressant. Où sont les fouines parisiennes? Dans le métro. Au ministère de la Défense. C'est donc Madame Michel Agneau-Marie Ah, ça, c'est qui est bien. ministre des fouines. Le lézard des murailles. Vous savez où il est, le lézard des murailles? Dans les murailles. Oui. Ah, je trouve que c'est un rôle que vous devriez garder jusqu'au bout. Ah oui, vous pouvez tenir longtemps dans les émissions. La nouvelle blonde. La journée du vendredi. Une vocation est née. Quel talent. 40 ans qu'elle cherchait à la radio, elle vient de trouver la blonde. Dans les murailles. Ma chère Sophie, je vous confirme, mais pas dans toutes les murailles, dans les murailles de l'île aux Cygnes et du Saint-André. Voilà, vous pouvez dans- c'est intéressant. La truite, ben, il y en a dans la scène de la truite. Bah, Ah ouais. non, Ah, si. Oui. Elle va Ah, bien donc prendre. Chirac va pouvoir se baigner. Et il y a un truc très joli, le grillon du foyer, c'est où il se trouve le Ah, grillon dans du le- oui, foyer. dans ça, oui. Viens à la maison. Oui. Non, il se trouve dans la station de métro Opéra. J'ai fait le tour, hein. Ah, le hérisson, je vous l'ai dit, le hérisson, au bois de Boulogne. Le renard, non, ça c'est terrible. Imaginez pas. Là, vous pouvez pas deviner où il y a. Ah oui, il y a des renards dans Paris. À la sortie des boîtes de nuit, il y en a plein. Ben oui. Dans le bois de Boulogne, il y a plein de poules. Dans 2 stations de métro. Pourtant, c'était bien. Il y a des renards, métro République Pyrénées. et boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Des renards dans le métro. Renards. C'est vrai, c'est dans le métro, mais il n'y a pas grand-chose à bouffer quand même. Hein. Oui, non, moi j'y crois pas. Donc, pourquoi pas? Bah, ça me semble un milieu aussi, Il suffit que tu quand payes même. ta carte orange. Hein. C'est pas Les renards dans le métro, ce serait au cas où il y aurait une dame du 16e qui emporte un qui prenne le métro, mais autrement il y a peu de chance. Non, jamais. Allez, Ils ont même retrouvé une fois, rappelez-vous de ce fait divers, un crocodile énorme dans les égouts de Paris. Mais Non, mais ça, c'est la rumeur. il y a des gens, des andouilles, comme ça, ils se disent, tiens, je vais acheter un petit crocodile pour le mettre dans mon Oui, aquarium. les jettent dans les Bon, chiens. le crocodile, il grandit, et puis après, et les gens le jettent. Et s'il est grand comme ça, ils ont du mal à le jeter, je te ferais dire. Ou Mais alors ils le ils en jettent font des là-dedans. sacs. Il grandit dans le métro, il bouffe des renards. C'est n'importe quoi. Et la pipistrelle, c'est une sorte de chauve-souris, Oui, hein, au cas où vous ne c'est le charmant, savez. c'est très joli. Voilà. On Et il y va en pas a- trop s'étaler sur la pipistrelle parce que. Quoi? Vous en avez chopé une? On se retrouve après le flash. Alors là, attention, je vais vous demander d'être très objectifs tous, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que nous soyons complices de l'auteur du livre dont nous avons décidé de parler cette semaine.
c'est Jean-François Derek, qu'on connaît bien évidemment, l'homme au chapeau rouge dans On a tout essayé, qui publie un livre inattendu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours attendre des humoristes des bouquins qui sont des recueils de leurs bons mots, voire les textes de leurs spectacles. Et d'ailleurs, En même temps, un recueil des bons mots de Derek. oui, c'était pas possible. Eh bien, il a fait mieux parce qu'il a fait un vrai roman. Ça s'appelle J'ai bien connu le général chez Robert Laffont et je vous ai demandé de le lire. Alors, je vous demande d'être vraiment honnête. Si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez que c'est nul, vous dites que c'est nul. Si vous avez aimé, vous dites que c'est bien. Mais en tout cas, je ne voudrais pas que l'auditeur nous soupçonne de quoi que ce soit. Sophie, on commence par vous. Alors moi j'ai fait mieux avant de le lire, je vais dire qu'est-ce que je vais m'emmerder. C'est vrai? Ah oui, j'étais persuadé que ça allait être encore un truc de bons mots, un peu lent et de bonnet rouge. Vraiment, j'avais pas du tout envie de le lire. Et je me suis dit, non seulement je vais le lire parce que je suis consciencieuse, mais en plus je vais essayer d'être objective. Je suis emballée, scotchée. J'ai été scotchée par ce bouquin. Parce que, alors l'histoire, c'est un professeur d'histoire contemporaine qui rentre chez lui en voiture, paf, et qu'il bute un clochard sur la route. Il s'arrête. Non, ça commence très sérieusement. Il s'arrête et le gars, qui est un peu amoché, lui dit écoutez, j'ai une clé autour du cou, c'est la clé d'un casier à la gare de Perrache à Lyon. S'il vous plaît, allez-y et sauvez ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, le conducteur amène le pauvre clochard à l'hôpital. Il décède d'une septicémie. Il était déjà mal en point. Et il se sent obligé, parole donnée à un moribond, il se sent obligé d'aller ouvrir ce fameux coffre. Et là-dedans, il trouve des carnets. Et dans ces carnets, il reste scotché à ses carnets, il les lit, et ce gars-là serait le conseiller de Gaulle, Monsieur Z. Et Monsieur Z, qui aurait eu une vie extraordinaire, tenancier de bordel, amateur d'art, enfin tout, il a été le conseiller de Gaulle, et là, à partir de là, c'est extraordinaire. On suit toute la vie de Gaulle, enfin une grande partie de sa carrière politique avec l'appel du 18 juin et dans le désordre du reste, le Québec, je vous ai compris, la Chienlit de 68, je vous ai compris en Algérie, l'attentat du petit Clamart. Enfin, on suit toutes ces aventures-là avec effectivement un côté qui paraît au départ assez sérieux. J'ai dit mais dans quoi il s'est lancé Derek, il est fou, il a pété les plombs. Un côté assez sérieux et tout d'un coup, on voit De Gaulle se faire une petite gâterie par Madame Massu, on voit Yvonne qui s'est fait tripoter avant par le Z en question et qui après tricote en voulant avoir quelques renseignements sur les prostituées en trouvant qu'elles sont très très bien, ces pauvres femmes. On voit De Gaulle essayer des jeans 501, on voit... C'est irrésistible. Avec à chaque fois, parce que il relate en fait les carnets de ce Z en question, et en dessous le professeur en question ajoute quelques annotations. Et ces annotations sont irrésistibles parce qu'elles sont très fouillées. C'est-à-dire qu'on retrouve Malraux abandonné, coincé dans les chiottes sans papier, et on explique pourquoi tout est fouillé, cherché, drôle, c'est formidable. Alors c'est vraiment Derek, j'avais rien pour lui, je l'ai vu 2-3 fois dans ma vie, mais vraiment ce bouquin, il faut l'acheter. Parfait, j'ai bien connu le général chez Robert Laffont, Jean-François Derek, Isabelle Motro. Entièrement d'accord avec Sophie, vraiment c'est très étonnant, c'est très épatant, et alors il y a un style extraordinaire parce que c'est un style extrêmement sérieux, voire empoulé, et en même temps complètement facétieux. Alors il y a des notes en bas de page, les notes en bas de page, rien que les notes en bas de page déjà elles valent le détour. Un exemple. Alors j'ai un exemple, le Québec leva-t-il les bras? Note en bas de page. Cette ellipse approximative, appréciée du conseiller Z, était très utilisée chez les grands écrivains du passé à cause du prix exorbitant du papier. On la rencontre chez Marcel Proust, 2 points. Ça perd l'hypopète, il fait froid, ferma-t-il la fenêtre. Chez Rabelais, 2 points. Ventre bleu, j'ai grand faim, coupa-t-il sa viande. Et même chez Frédéric Dard, viens, belle greluche, que je te bricole le berlingot, sortit-il son cigare à moustache. Voilà. Et tout est comme ça. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire en plus, c'est de s'en prendre à De Gaulle, qui est quand même un des trucs intouchables en Surtout France. au moment, et je pense d'ailleurs que le pauvre Derek n'a pas de chance, parce que c'est l'amiral De Gaulle qu'on voit partout en ce moment à la télévision vendre ses mémoires à lui. Et... C'est à mourir de rire. À mon parce avis, que c'est il complémentaire. raconte des trucs, mais hallucinants. Oui, vous pouvez lire les deux, on ne retrouve pas les mêmes choses. Ah ouais, On non, ne retrouve pas du les mêmes tout. choses. c'est Et bien. là c'est bien parce qu'on connaît les coulisses de décision. Non, mais il y a des scènes de bordel, des trucs comme ça. Mais super bien écrit, toujours avec ce style extrêmement précis. C'est pas vulgaire. Absolument
absolument pas vulgaire, mais c'est des visions qui tiennent à la fois de la bande dessinée et du film des Tontons Flingueurs, par exemple. C'est vraiment à mourir de C'est rire. exactement ça. Tu parles de film, pour moi c'est un livre très cinématographique. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein d'images, plein de choses comme ça. Et d'ailleurs pour moi c'est même carrément américain dans la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire que c'est une histoire bigger than life, quoi. On a l'impression que c'est Hollywood qui doit porter ça à l'écran. Je dirais que c'est plutôt sud-américain. J'imagine bien Hollywood acheter De Gaulle par Derek. Non, c'est très européen. Non. Allô, Mr. Derek Steven Spielberg. Jean-François, il faut que tu t'y attendes. Philippe Alfonsi. Alors là, moi, je suis furieux. Je suis furieux parce que j'ai commencé ce bouquin, et ça commence comme du Modiano la semaine dernière. Accident tout à de fait, voiture, bon, c'est vachement sérieux et tout, mais obsession d'un jeune qui me raconte sa vie. Voilà que c'est un vieux qui crève et qui a été en effet le conseiller du général de Gaulle. Et puis, j'entame le bouquin, je rentre là-dedans, je commence à rigoler. Je rencontre Derek l'autre soir chez Gueuluc, là, à son truc, là, à son expo. Je lui dis, je suis en train de lire ton bouquin, écoute vendredi. Puis je retourne à ma voiture, j'ouvre mon coffre pour y mettre un truc, on m'a tout piqué. Toutes mes affaires, on me pique toutes mes affaires. Tout. Mes papiers, mes chéquiers, mon pognon, mon rasoir, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de m'en racheter un. Bon, tout, C'est on m'a ça tout piqué, mais c'est ça, oui. On m'a tout piqué. Hein, alors, je dis simplement à l'enfant de salaud qui m'a tout piqué, qui bien évidemment, avant de se servir de mes chèques, est certainement lu le Derek, c'est pas possible, que l'ordure téléphone immédiatement et nous dit ce qu'il pense de ce bouquin. Parce que, non, c'est scandaleux. Que fait Sarkozy, nom de Dieu? Enfin, au lieu d'aller faire le Zorro encore, c'est très mieux de surveiller les voitures à Paris. Voilà. Et alors, ta femme t'a viré alors? Pourquoi? Bah, écoute, si tu as toutes tes affaires dans ta voiture. Franchement. Mais non, c'était lundi, l'exposition. Je revenais de week-end, c'est tout. Ah ouais. hein, voilà. Est-ce que vous aviez lu déjà Ah oui, c'était très bien. Bon, ouais. Ça m'a mis l'eau à la bouche, c'est pour ça que je suis furieux. Christophe Alévèque, vous n'avez pas lu le livre de votre petit camarade? Non, malheureusement, j'avais le choix entre deux livres le week-end dernier, celui d'Atali et celui de Derek, et j'ai fait le mauvais choix. J'ai lu L'arnaque d'Atali. Moi, en tout cas, je suis très content d'entendre ces critiques-là, déjà pour Jean-François. Et puis, en plus, ça prouve qu'un humoriste qui, en général, est mis dans une case et on pense toujours qu'un humoriste ne peut rien faire d'autre que de l'humour et Vous ne parlez pas pour votre paroisse, là? Oui, un petit peu. Par exemple, un humoriste pourrait chanter? Par exemple, un humoriste pourrait ne pas... Non, mais Par on exemple, dit il souvent, pourrait ne pas être drôle. Je suis surpris par ce roman, ou quand on voit en général des comiques au cinéma dans des rôles dramatiques, on dit « Oh, mais je ne savais pas, je ne sais pas ce qu'ils font en rôle Sauf dramatique. » 3 ans de mon expérience, c'est très très dur de sortir de la case. Jean-François Derek, j'ai bien connu le général. C'est chez Robert Laffont, à ne pas confondre avec l'autre livre sur le général, signé par l'amiral Philippe de Gaulle. Et je pense que vous ne pourrez pas confondre. Sur Jean-François Derek. C'est bien. Qu'est-ce que sa tête? Qu'est-ce que c'est bien? Non, le livre. Allez, j'ai bien connu le général. Bah, écoute, découvrez un nouveau Jean-François Derek. Un Jean-François Derek romancier, mais quand même toujours drôle. Ah oui, drôle, mais nouveau. Chez Robert Laffont, dans la région parisienne, au château où se trouvent tous les élèves de la Star Academy, parce que VSD nous dévoile quelques scoops cette semaine. Puis il y a un truc rigolo quand même. Non, là, vous allez... Est-ce que vous savez jouer à l'olive? Non. Non, vous savez pas jouer à l'olive, Stéphane? Non. C'est un jeu marseillaise. Alors, C'est un jeu. les candidats de la Starac jouent au jeu de l'olive, mais ça, on ne le voit pas sur TF1. C'est ce que révèle VSD. D'ailleurs, ça fait un peu rager ceux qui doivent monter l'émission, parce qu'ils s'amusent depuis quelques semaines dans les couloirs du château, tous les élèves, à jouer au jeu de l'olive. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Dès que l'un d'eux passe à portée de main, le premier qui réussit à mettre un doigt dans le cul à l'autre en criant « Olive » a gagné. Ah, moi je connaissais, Mais mais ça, c'est j'appelle vieux ça. comme le monde. Hein. Ah oui. Ça a toujours existé. Avant, ça s'appelle le jeu de l'oignon. Ah oui. Non, mais on peut mélanger. Mais moi, je me souviens, tu as pris le métro, oui. Tu as pris combien d'olives? Il y a longtemps, ça a toujours existé. Ah oui. Exactement. Et donc, il paraît qu'il y a deux candidats qui s'appellent Pierre et Édouard dans la Starac, qui se sont mis en c'est mettre une olive en plein prime time, parce que c'est du direct le samedi soir, à l'animateur Nikos. Alors, je vous propose... Mais les aux olives, ça peut être bien. Mais je connais, mais ça doit être rigolo, je propose qu'on essaye. Ça doit être rigolo. D'où l'expression je fais de l'huile.
Mais oui, je vous assure. Mais ça vient d'où? Pourquoi Olive? En Algérie, ça existait depuis toujours. Ça s'appelait une zitoune. Ah oui? Tu as pris une zitoune, quelle horreur. Mon père n'aurait pas aimé. Vous faisiez ça alors? Ah non, moi je faisais pas, mais de temps en temps, certains tentaient sur mon corps d'albâtre. Ah, moi je trouve ça dommage qu'on voit pas ça. Ah oui? Non, mais si c'est vrai, ça donnerait une image un peu moins proprêtre de Star Academy si on les voyait Ça sous dépend, parfois c'est propre. Non, enfin, je veux dire, si on les voyait... Non? Non, mais Je sais pas. Est-ce que Star Academy a une image proprette? Déjà oui. Enfin, il paraît que c'est un garçon qui va gagner, c'est la une de VSD. Et donc Patchy, c'est une synthèse des deux. Donc C'est-à-dire quoi? Il est hétéro, il fume pas, c'est ça? voilà, hétéro, il fume pas. Donc normalement, Est-ce c'est... qu'il doit s'emmerder? Il est juste... Vous savez, j'ai trouvé une expression, il est juste un tout petit peu pédé, c'est-à-dire homéosexuel. C'est beau ça. Enfin bon, en résumé, quand tu regardes l'émission, tu te mets le doigt dans l'œil, et quand tu l'as fait, tu te mets le doigt dans le cul. quoi. C'est ça. Claire Frechtori, bonjour. Bonjour. Sophie Garel est allée au Grand Palais voir cette expo Gauguin en compagnie de madame. Non, je n'étais pas, j'étais en compagnie de monsieur ce jour-là. Toute seule, vous étiez comme une grande, toute seule. Toute seule. Alors racontez. Bah, moi, je trouve Et après, je vous donne la parole, madame. je trouve que la cible est formidable parce qu'on a axé toute l'exposition sur les séjours à Tahiti de Gauguin et il y a un nombre de toiles extraordinaires. Beaucoup sont venus de Boston où l'exposition se poursuivra, je crois, en janvier et beaucoup de chez nous quand même et d'ailleurs. C'est formidablement bien accroché et il y a des salles pour la compréhension qui sont formidables sans être didactiques. C'est une exposition où on se balade quand il y a hélas pas trop de monde parce que c'est vrai que les amas de gens devant les toiles, c'est un peu insupportable, mais ces toiles sont tellement grandes qu'on peut les voir de loin pour la majeure partie, mais il y a tout. Il y a plus de 180 huiles, il y a des sculptures, il y a des gravures, il y a des monotypes, il y a des écrits de Gauguin dans sa correspondance, parce que c'est un homme très, très cultivé. Il y a des petites illustrations de ces manuscrits. C'est une exposition qu'il faut absolument aller voir, parce qu'elle se termine quand même en janvier, et je pense qu'il faut encourager les gens à aller voir cette exposition. Elle en a bien parlé, Claire Frechtori. Très bien, je suis absolument ravie. Alors, est-ce que j'ai accroché les tableaux assez haut quand même quand il y a de la foule? Et oui, non, mais certains effectivement sont immenses, mais il y a certaines petites œuvres, effectivement, qu'on a besoin de voir de plus près et qui sont magnifiques, qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on connaît évidemment les plus célèbres, et celle-là, effectivement, on a envie d'être seul dans le musée, mais ça, effectivement, mais bien c'est sûr, pas ça, facile. C'est le privilège des C'est conservateurs. votre privilège. En tout cas, il y a eu des pointes à 7000 visiteurs par jour. 7000 visiteurs par jour. Et c'est jusque... Jusqu'au 19 janvier. Ensuite, elle sera transférée au musée de Boston, où elle ouvre le 29 février, avec quelques petites différences, mais l'essentiel est la même chose. Comment on réussit à monter une telle exposition Gauguin? C'est vrai d'ailleurs pour tous les peintres, quand il y a comme ça une grosse exposition comme au Grand Palais. C'est facile, ça demande combien d'années à réunir les œuvres qu'on réclame et quelles sont celles à côté desquelles on passe et pourquoi? Eh bien, écoutez, moi, ça fait plus de 3 ans que je travaille sur ce projet. Bien entendu, il faut plusieurs années pour négocier les prêts avec les ça. différents musées, les collectionneurs privés, etc. Moi, ça m'épate toujours. Je me demande comment on arrive à organiser ces échanges, parce que c'est des prêts de tableaux entre, je sais pas, même ne serait-ce qu'à Paris, entre Orsay et le Grand Palais, le Métropolitain qui va prêter une toile, en emprunter une autre. Un jour, je me dis, mais dans un musée, il va plus y avoir aucune toile, puis ils vont Vous tous... savez, c'est un peu du troc, hein. C'est Ce ça. sont des accords entre musées, tu me prêtes ça, je te prête ça. Hein. Alors, les plus coriaces, ça a été les Russes, Ah. qui finalement nous ont consenti des prêts absolument magnifiques. 5 tableaux de l'Ermitage, 3 de Pouchkine, dont un tableau qui n'avait jamais quitté Pouchkine de Moscou. Mais nous avons payé ça par l'envoi de 3 monnaies à nos frais. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... oui. Ah, je comprends mieux. C'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir des tableaux, par exemple, du musée de l'Ermitage à Moscou, pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg, pardon, vous Ben, êtes on leur envoie d'autres toiles. Ah, c'est comme ça que ça se Ah oui, négocie. oui. Et est-ce qu'il y en a donc est-ce qu'il y a des toiles que vous n'avez pas obtenues? Ah, j'ai un grand regret. Ce sont les cavaliers sur la plage des Seines. Qui est où? Au musée des Seines en Allemagne. En Allemagne. Pardon, je connais pas tous les musées. Là. Nous avons négocié pied à pied pendant 3 ans pour obtenir 3 tableaux. Et finalement, nous n'avons obtenu qu'un seul, dans la mesure où ils vont également prêter à l'exposition du musée d'Orsay la naissance de l'abstraction.
Donc j'avais demandé à mon directeur d'aller négocier directement avec le directeur des scènes et il a finalement obtenu plus de tableaux pour l'abstraction que pour Gauguin. Donc nous n'avons pas eu ces fameux cavaliers sur la plage. Bon, peut-être vous, je sais pas, il fallait proposer mieux, plus. Bien, Vous proposez, qui sait? Le scène est parti du principe qu'il ne pouvait pas prêter plus de tant d'œuvres en même temps. Parfait. C'était dans les clauses de ses collections. C'est une bonne réponse. Jusqu'en Voilà. janvier, l'expo Gauguin au Grand Palais. On vous remercie, on vous applaudit, Madame Claire Fresh-Tory. Merci beaucoup. Encore un mot, Sophie? Non, c'est-à-dire que on peut pas se permettre de dire j'aime ou j'aime pas Gauguin. On a effectivement dans l'art des affinités avec certains peintres. Moi, c'est pas le peintre majeur dans ma vie, mais cette exposition est d'abord très bien faite. Et Gauguin, c'est un peintre assez sulfureux. C'est avec lui que Van Gogh s'est coupé sa petite oreille. C'est lui qui a débauché des petites vaïnées de 13-14 ans. Et c'est un gars qui est issu en plus d'un milieu assez intellectuel. Sa grand-mère était l'écrivain Flora Tristan. Et c'est un gars qui a eu une vie très mouvementée, qui tenait pas en place, qui bougeait, qui a eu des déboires financiers terribles, parce qu'entre ces deux séjours à Tahiti, il a essayé de venir vendre ses œuvres, ça a été une catastrophe. C'est un gars assez fou, qui attire ne serait-ce que déjà par son côté sulfureux, plus le côté coloriste, qui est grandiose, et le côté presque mystique, religieux, car à la fin de sa vie, et surtout à Tahiti, à Papette, il a... Pas pété. Jamais en public, et alors... Alors, je vous rappelle que nous parlons de l'exposition Gauguin, donc. Hein. J'adore. Bah écoutez, moi je trouve que la peinture par Sophie, c'est moins chiant que par d'autres. Hein, croyez-moi. Non, mais c'est vrai. Moi, ce que j'aime, toujours dans la culture, de toute façon, que ce soit dans l'art ou en littérature, ce que j'aime, c'est l'anecdote. Alors, savoir qu'il a eu 5 filles avec une grande danoise et qu'il a largué pour aller se taper des petites vaïnées de 14 ans, à qui il a fait des enfants un petit peu partout, tout ça m'amuse bien. Qu'il a vécu dans la misère et qu'il est mort finalement à même pas 55 ans. Il était mort, ce gars-là, d'une rupture d'anévrisme comme tant d'autres. Enfin bon, je veux dire, ça m'amuse bien. Et ces grosses femmes avec ces gros seins, tout ça m'énerve un peu, mais c'est très très bien structuré et très beau. L'atelier des tropiques, c'est jusqu'au 19 janvier au Grand Palais à Paris, évidemment. Voilà pour la peinture. On reste dans la peinture avec Bobby Lapointe. Pourquoi Bobby Lapointe? Parce qu'il y a un gala au profit d'un festival Bobby Lapointe dimanche à 20h30 au théâtre de Jazet à Paris. Alors n'hésitez pas à y aller. Marianne Sergent, Schraz, Albert Mellet, Gustave Parking, Vincent Roca et quelques autres chanteront, j'imagine, du Bobby Lapointe. Mais le mieux, c'est encore de l'entendre lui. Le voici dans la peinture à l'huile. La peinture en l'huile, c'est bien difficile à huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. À l'eau, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabine, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaï, on dit de verre en Hawaï. Et puis on termine dali daladi adadi par plaisanterie fine. À l'autre sexe, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Hawaï, c'est moins rigolo. Dali daladi adadi, les pédalos à l'eau. À l'eau, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto. Rapide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de Hawaï, c'est bien inutile Hawaï. Et ça ramasse, dali daladi adadi, vaut mieux se faire autre chose. Allô, petit péta, petit péto, petit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, petit peu.
un tout petit peu. En l'an mille. Au profit de... C'est drôle hein, quand même. Bobby Lapointe. Donc, je vous l'ai dit, un gala au profit du festival Bobby Lapointe. C'est dimanche 2 novembre à 20h30 au théâtre de Jazé. Monique Pantel nous attend au téléphone. Bonjour Monique. Abracadabra, rac. Je vous jette un sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis la méchante sorcière d'Halloween. Ah, c'est vous. C'est moi. Dites, j'ai des emails pour vous, là, des auditeurs qui vous ont enfin vu à la télévision dans l'émission de Michel Field comme au cinéma mardi dernier. Alors j'ai par exemple un auditeur qui s'appelle Thibaut qui me dit bonjour, j'ai été très content d'enfin mettre un visage sur une voix. J'ai eu l'honneur de voir Madame Pantel en vrai dans l'émission de Field. J'ai trouvé cette femme d'une intelligence et d'un courage inégalé. Elle apparaît quand même plus humaine que le vendredi après-midi. Pourrait-on savoir si ce n'est pas indiscret l'âge de Madame Pantel? Mais vous pouvez le donner. Ah, non, moi je ne me permettrai pas. J'ai 71 ans, le 11 décembre. Ça alors? Ah bon, mais je savais pas moi. Non, bien sûr que c'est. Ah bon, c'est la Jeannie Longo du cinéma. On parle cinéma maintenant, Monique? Oui. On commence par Anything Else, le film de Woody Allen peut-être. Il est plus très papy. Hein. Il sucre toujours les mêmes fraises. L'amour. Venant de vous, c'est terrible. Et il se balade dans Central Park en philosophant avec un jeune homme, bizarrement Jason Biggs, qui est le même que celui d'American Pie. Voilà, c'est le héros d'American Pie. Oui, et là, ça pourrait être quand même pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi ce petit Jason Biggs, il joue comme... il s'est cru obligé de jouer comme le vieux Woody. Alors ça fait double emploi. Moi j'ai pas aimé, mais c'est quand même, attention, un Woody Allen raté, c'est quand même mieux que les merdes qu'on nous montre. Hein. Ben oui, c'est vrai, on a un peu l'impression qu'on dit « Oh, encore du caviar !» Mais c'est vrai que c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il a trouvé un truc là, Woody Allen, pour passer le relais à quelqu'un de plus jeune, mais c'est vrai que c'est quand même toujours les mêmes thèmes. Bravo. C'est drôle et tout, mais moi je préfère quand il fait des films, et on est nombreux comme ça, où il y a une vraie fiction, vous savez, comme il a fait La Rose pourpre du Caire, etc., où il y a vraiment une idée fictionnelle forte. Là, c'est la veine de Annie Hall, c'est-à-dire son regard sur la vie, l'amour, ça les suffit, femmes. mais non passe à l'autre. Elle a un peu raison, Monique, on a compris. C'est un bon Woody Allen, mais c'est pas le meilleur. Voilà, de loin. Hein, on peut dire ça. La couleur du mensonge avec Nicole Kidman et faut dire Sir maintenant, hein, Sir Anthony Hopkins. Eh bien, Sir Anthony Hopkins, il aurait pu s'acheter des lunettes pour lire le scénario. Hein, ah oui? Parce qu'il n'aurait pas accepté. Hein. Oh là là. Hein. Lui qui est génial dans Hannibal le cannibale, là, il joue un noir qui est blanc et qui se fait passer pour un juif. Ah. À part ça. C'est vrai. Alors donc à part ça, on le vire de son université où il est un grand professeur, sa femme du coup meurt, elle a une embolie, et il en profite de lui pour s'en aller se balader, et il tombe sur Nicole Kidman, qui est à la fois femme de ménage, treilleuse de vaches, bibliothécaire et mère de famille, comme Motro, et en plus elle fait l'amour, elle trouve le temps de faire l'amour avec Anthony Hopkins. Ah, c'est pas mal quand même. Non, mais ça c'est pas joli, hein. Ah oui. Parce que quand même il est un peu vieux pour se montrer au lit maintenant. Hein. Non, moi j'ai pas aimé, mais du tout. Hein. C'est l'adaptation d'un roman de Philippe Roth qui s'appelle sur La Tâche. La Tâche, qui est un roman extraordinaire. C'est sublime. Ouais, le problème, c'est que les limites d'Hollywood, c'est-à-dire un casting absolument pas crédible une seconde, parce que Anthony Hopkins, moi je répéterai pas ce qu'a dit Monique, parce que je crois qu'il faut pas savoir trop de choses sur ce film. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est pas crédible une seconde. Et puis alors, Nicole Kidman en femme de ménage, c'est absolument pas crédible une seconde non plus. Surtout que dans le roman, il y a une dimension un peu crapuleuse dans cet amour. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il tombe amoureux de cette femme pour des raisons purement sexuelles au départ, alors que là, c'est Nicole Kidman, n'importe qui tombe amoureux d'elle. Non, ça marche pas du tout. Pas de couleur du mensonge, donc. Un film français, France Boutique, réalisé par Tony Marshall avec Karine Viard, François Cluzet et Judith Godrèche. Eh ben, j'ai pas aimé non plus. C'est un film sur le télé, inspiré par le téléachat, mais là, franchement, on n'a pas envie d'acheter. Hein. C'est encore une fois François Cluzet qui est si bien partout, là, il est quelconque. Et comme Karine Viard, qui est très bien aussi comme actrice, elle est quelconque. C'est encore la crise d'un couple, et ils se disputent, et puis moi, je suis partie. J'en avais marre.
C'est Non, pas moi, bien. je trouve que... Les gens ont aimé, hein. Moi j'ai lu de bons papiers. Moi, je trouve qu'elle est trop sévère. D'abord, elle est partie. Alors, évidemment, si Oui, elle je suis part avant partie la avant fin... la fin, mais en fait presque Ah bah, à la fin. alors... J'ai attendu très longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas complètement réussi parce qu'il y a des tas d'ingrédients très réjouissants. Le téléachat, une espèce de parodie de Bellemare absolument marrante comme tout, faite par Cluzet. Karine Viard qui est épatante comme toujours. À l'époque, elle compte du tout. D'ailleurs, elle peut pas être quelconque, Karine Viard. Et Le effectivement, film est quelconque. on reste un peu sur sa fin, mais quand même, moi non, là, elle j'ai est pas passé un restée très sur la bon fin, moment. elle. Elle n'est pas restée sur la fin, Voilà. c'est ça qui est dommage. Non, moi j'ai passé un très bon moment. Bon, Le Furet de Jean-Pierre Mocky. Je suis allée le voir en salle Alors, à cause des acteurs. bon. Parce qu'il a fait un casting avec cette espèce de farfelu de Moki, qui a 72 ans, lui. Il a réussi à attirer des acteurs comme Michel Serrault, Michael Lonsdale, qui est le meilleur de tout le film, et évidemment Villeray, Serrault est en liberté, c'est-à-dire qu'il en fait des tonnes, à la limite du grotesque. Ce grand acteur joue faux. Et le pauvre Villeray, il tue beaucoup de gens, des petits voyous pour avoir de l'argent et des filles. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et la police ne le repère pas. Et je me demande pourquoi il veut avoir des filles, puisque dans le film, il est marié et tous les lundis, il baisse sa femme. C'est-à-dire qu'il lui soulève la robe de chambre et qu'il regarde ses fesses et ça le fait jouir. Alors c'est intéressant quand même. Enfin bref, le truc c'est une grande poursuite dans le métro, la police, on n'y croit pas du tout. Non. Le Furet, c'est Jacques Villeray, hein. Oui, c'est Jacques Villeray. Ça vous a plu ou pas? On n'arrive pas à comprendre. Non, je sais pas. Je sais pas. Elle sait pas. C'est un Mocky, c'est un ovni, quoi, comme toujours. Oui. Oui, c'est un ovni, un objet filmique non identifié. Mais Mocky, c'est Mocky, quoi. Moi, j'aime beaucoup Mocky, donc voilà, je fais partie. Enfin, c'est pas très bien ce filmé, club. on est d'accord. Non, c'est pas Mais très c'est bien pas filmé. ça. Le cinéma, c'est pas seulement la manière de filmer ou la manière de. Enfin, on l'aime Non, bien. même c'est la manière de filmer, Non, putain. Oh, non, écoute. pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je suis pas d'accord. Mocky, il a un style particulier. Bon, il y a d'autres films là. Il y a une joie, il y a une. Et les autres films, alors on n'en parle pas. Il y a un côté ludique formidable chez Mocky. Les acteurs sont excellents et je trouve que Serrault en fait. Enfin, il en fait trop, mais c'est c'est ridicule. Serrault, là encore. Moi, j'ai vu un peu le film Ouais, aussi. moi Il en aussi. fait vraiment des caisses. Après, Sophie, évidemment. la vie de Sophie, tiens. Ah oui, non, moi aussi, j'ai trouvé que c'était à la limite du grotesque, oui. Bravo, Sophie. C'est le week-end de la Toussaint, on se dit tiens on va aller au cinéma, ça va nous changer les idées, finalement on va aller au cimetière. Là. Mais vous allez voir le film de Francis Weber. Ah bah oui, oh bah alors là, oui. Ah bah alors celui-là là, c'est aussi sûr je l'ai que- vu, hein. Ça a plu à mon petit-fils, mais au-delà de 12 ans, je sais pas. Oh, hein. c'est mignon comme tout. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Allez, on parle d'autre chose maintenant. La morsure du lézard avec Sigourney Weaver. Eh ben c'est très étrange parce que pour un film Walt Disney, c'est pas du tout drôle ni distrayant. Et ma grande copine, j'y suis allée pour elle, ma grande 1m82 copine Sigourney Weaver, elle a un tout petit rôle et c'est très bizarre. Dans un désert américain du sud des États-Unis, on mène des jeunes gens qui ont fait des choses pas bien. Par exemple, le petit héros, il a reçu une paire de baskets sur la tête et aussitôt on l'accuse de les avoir volées. À cause de ça, on le met dans une espèce de camp de redressement dans le désert où pour les sauver, on oblige les garçons à creuser des trous. Et en effet, on s'aperçoit que c'est Sigourney Weaver qui dirige ça, ce camp, et elle fait creuser des trous pour trouver un trésor qu'elle a perdu quand elle était un genre de Bonnie and Clyde. Donc ça, c'est incompréhensible. Bon, on n'a pas aimé. Non, bon, je me demande qui peut aimer. Hein. Freddy contre Jason. Oh, quelle horreur. Ah bah c'est un film comme ça. C'est l'horreur. Quelle horreur, c'est le meilleur slogan qu'on peut trouver Ah pour oui, ce mais genre de quelle film. horreur, ah ben c'est tout. Ah, non, vous l'avez pas vu? Mais Si, si, je l'ai vu. Hein. Ah oui? Mais alors je l'ai vu, j'y suis allée, j'étais étonnée d'y être allée moi-même. Et alors? Parce que je croyais pas que c'était ça, je croyais pas que c'était encore les aventures de Freddy. Eh ben c'est Freddy, vous savez, celui qui tue dans il rentre dans les cauchemars des enfants, et l'autre, là, Jason, qui est aussi un psychopathe qui tue aussi, et les deux se retrouvent, et ils se disputent les petits, c'est la cata. Hein. C'est vraiment très vilain, Isabelle. ça donne envie de vomir, il n'y a que de Mais l'hémoglobine. c'est fait pour ça. Mais Oui. c'est l'archétype du film gore. Hein. Donc quand on est client de ce genre de film, on va aimer Freddy contre Jason parce qu'il y a tout, il y a toutes les codes du. Oui, du mais tu l'as style. pas vu. Mais si, je l'ai vu. bon. Mais bon, moi ça me dérange pas. J'aime pas trop ce genre de truc, mais il faut avouer que c'est bien fait quand Pour on les aime ça. amateurs. Voilà. Bah, je crois Alors qu'on- attention, quand même. Quand même. Un dernier film. Le meilleur de la semaine, Ah bon? pour moi. In This World de Michael
Winterbottom. Ah, je l'avais oublié celui-là. En sortant, j'ai écrit passionnant, déchirant. Et c'est l'histoire de deux Vous n'aviez cousins. pas beaucoup de papier, dites-moi? Mais j'écris toujours sur les dossiers en sortant. Alors, deux cousins afghans, ils veulent quitter leur pays, comme on le comprend, grâce à leur oncle leur donne un peu d'argent, et ils arrivent à partir. Et de passeur honnête en passeur malhonnête, il y en a un qui va mourir, et l'autre qui va finir par arriver là-bas, mais ça se passe très mal, et moi j'avais envie de pleurer, parce que c'est des histoires vraies. Et c'est le plus beau film de la semaine. C'est un beau film, ça. In This World, Isabelle, Motro. C'est un film très dur parce que Winterbottom, il a choisi vraiment de faire un film qui ressemble totalement à un documentaire. Donc ça donne une vérité à cette espèce d'aventure comme ça, effectivement, pour passer d'un pays à l'autre, qui vous serre le cœur parce qu'évidemment ça se passe très mal. Parfait pour le Donc résumé. j'enfourche mon balai et je m'en vais, hein, c'est Oui. pas tout ça. Je fais le petit résumé quand même de la semaine. J'ai l'impression en fait que les films sortis mercredi sont des films adressés à ceux qui aiment Woody Allen. Ils iront voir le Woody Allen. Ceux qui aiment le cinéma de Tony Marshall, ils feront la même chose pour France Boutique. Ceux qui aiment les films gore, eh ben, ils iront voir Freddy contre Jason. Et puis ceux, il en reste quelques-uns qui aiment les films de Mocky, iront voir Le Furet. J'ai bien résumé l'affaire. Ouais. Bravo, c'était dur cette semaine. Hein. Ah, c'était dur, oui. Oui. Oui, écoutez. Tenez jusqu'à la semaine prochaine, Monique Pantel. On vous embrasse, bon week-end. Et j'enfourche mon balai. Hein. Allez, Bye bye. quelques derniers conseils, Sophie, avant de partir. Moi, j'ai deux choses. Un petit coup de pouce à une pièce qui est un véritable petit bijou, qui se joue dans la petite salle des Mathurins, qui s'appelle Préliminaire, une pièce de Daniel Cohen, avec Olivia Bonamy et Arié Almalé, c'est le frère de l'autre. Gad. Il faut vraiment aller voir ça, parce que c'est absolument neuf, frais et intéressant. Alors le titre et le théâtre, encore une fois. Alors, Préliminaire, dans la petite salle des Mathurins. Parfait. Et puis un bouquin, si vous aimez Amélie Nothomb, ici on l'aime tous, sa première vraie biographie écrite par un Belge qui est critique littéraire, donc un de nos amis, qui s'appelle Michel Zemkir. C'est distribué chez Votre Flammarion. ami, moi je connais pas ce type. Oui, c'est un ami à moi, et c'est pour ça que j'en parle. Et donc, il en parle très bien. Amélie Nothomb fait ses confidences, on la suit pas à pas, et ses amis s'expriment. C'est un portrait vraiment Il formidable. devrait en vendre parce qu'il y a des vrais fans d'Amélie Et Nothomb. il est très bien exposé dans toute le... On rappelle le titre et l'éditeur. Amélie Nothomb de A à Z, portrait d'un monstre littéraire de monsieur Michel Zemkir. Je t'embrasse, mon chéri. Christophe Alévèque. Alors, sans hésiter, tous les lundis soirs à la Seine-Bastille, il y a un concert avec un nouveau groupe de rock. C'est Le vôtre. C'est Oui, le c'est vôtre. moi, oui. Allez, lundi Non, soir. attends, plus, c'est vrai, bon, ouais, mais il y a Très vite. une jeune fille qui fait du one-man show qui s'appelle Pascal Ruben. Pascal Ruben est obsédé, c'est le titre du spectacle. Ah, il paraît Et que c'est bien. au théâtre Le Temple. Voilà. Pascal Donc, Ruben, courez-y, c'est au à théâtre. 22h30. Le Temple, 22h30. Philippe Alfonsi, pas d'amis cette semaine. Non, non, pas d'amis, pas de copains. Bon week-end, on se retrouve sur Europe 1 lundi entre 16h et 18h. Journal de référence. Ah oui, alors dans l'équipe, en gros, on explique que la FIFA a appliqué le règlement à la lettre. Donc le règlement, il dit quoi? Il dit qu'il y a des périodes très précises dans lesquelles on peut être transféré et qu'il y a déjà eu des exceptions en général, ou parce que les joueurs étaient chômeurs, et donc à ce moment-là on dit mais quand même on va pas faire un chômeur de plus, ça va pas ranger les affaires de monsieur Raffarin, ou alors parce qu'ils étaient en difficulté. Mais la FIFA en l'occurrence, Sepp Blatter a dit que c'était absolument pas le cas de Barthez et que donc Marseille devait respecter la règle. Et attendre le marché des transferts d'hiver. Voilà. Christophe Alévèque, qu'est-ce qu'on raconte dans le Parisien? Eh ben écoute, à peu près la même chose. Hein. Ouais. Et, Il n'y a pas une petite info supplémentaire? moi j'attendais l'info supplémentaire, mais aucune nouvelle sur sa chimiothérapie. Oh non, ça c'est pas possible. Non, Christophe. Après, allez vous étonner que les chauffeurs de taxi ne préfèrent pas les blagues de Jacques Balutin. C'est normal aussi. Hein? Surtout chimiothérapie. Est-ce que vous avez compris quelque chose, Isabelle Motro, dans France Soir? Absolument rien. Le début du truc. Attendu depuis plusieurs semaines, la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football a enfin pris une décision hier sur la demande de dérogation concernant le prêt de Fabien Barthez à l'Olympique de Mais qu'est-ce Marseille. que tu ne comprends pas? Il n'y a que des mots Rien, je ne français. comprends rien, je ne comprends rien. Je veux dire, quand il Et connaît après quand on va tu parler connais de pas le parité et foot- d'égalité. Attends, mais quand tu connais pas le foot, tu ne peux pas comprendre. Ça commence comme ça. Sophie, je suis Déjà, sûr que vous avez t'es compris cuite. dans 20 minutes. Alors d'abord 20 minutes sont bien parce qu'ils en font pas des tonnes, il n'y a que 2-3 lignes. Mais j'en ai retenu une, c'est que en fait, l'Olympique de Marseille, ils ont été très gentils. Et ils ont prêté le terrain pour jouer avec le ballon pendant une semaine Ah. à Fabien Barthez. Et
Barthez. Et alors, il a cru, lui, comme il jouait sur le terrain, il a dit, c'est chez moi, ça y est, je m'installe. Oui. Et puis à la fin, la FIFA, elle a dit, la FIFA... Qui veut dire ça veut dire FIFA. La FIFA... Ça veut dire quoi la FIFA, Sophie? C'est que c'est eux qui décident. La FIFA, elle a dit, ben non, tu retournes à Manchester. Et l'autre, il est reparti à Manchester alors qu'il avait joué sur le vert de Marseille. Voilà, il était gardien des Bleus aussi. Hein. Toujours gardien Il des est Bleus, gardien des c'est là Bleus. le vrai problème. Parce Les que chauves, il a une barbe. si Monsieur Santini, pas celui d'ici les Moulineaux, mais l'autre, si Jacques Santini, le sélectionneur de l'équipe de France de football, veut continuer à sélectionner Fabien Barthez dans les buts de l'équipe de France, ce qu'il fait pour l'instant, il vaudrait mieux que Barthez continue à jouer dans un club. Et comme il se trouve qu'à Manchester United, il est gardien remplaçant et même troisième gardien, parce qu'il y en a encore un avant lui sur le banc de touche, eh ben, c'était pas plus mal qu'il aille jouer à Marseille. Encore que, on n'était pas sûr non plus qu'il aille jouer sur le terrain à Marseille, il aurait pu être sur le banc de touche Ils ont aussi. le droit d'avoir 3 gardiens de but. Ah, pas par match. Pas en même temps. hein, pas en même temps. Ça m'étonnait aussi. Oh là là, je crois qu'on s'en sortira pas. Non, parce Bon, que allez, là, lundi, c'est on la fera les vraie- cris d'antenne. On se retrouve après la pub.